Raphaël Glucksmann, cofondateur du parti Place Publique, il a très vite et très souvent tenté de rassembler la gauche pour ces élections. En vain, auteur de plusieurs ouvrages. Son dernier essai s'intitule « Les enfants du vide ». Il y dénonce un néolibéralisme qui nous mènerait dans le mur. C'est à vous, Raphaël Glucksmann. Bonsoir à toutes et à tous. Enfin, un débat où on ne commencera pas par l'islam, l'immigration, l'identité, et on parlera d'Europe sociale. Nous sommes, nous le savons tous, à un tournant. Soit l'Europe devient plus qu'un marché et une monnaie, soit elle devient une puissance protectrice sociale, protectrice de l'écologie, soit elle se disloquera. Alors moi, je veux ce soir partager un message d'espoir. Je pense que c'est précisément ce spectre de la catastrophe qui va nous permettre le sursaut. J'aimerais citer un poète allemand qui s'appelle Hölderlin et qui dit « Là où croît le péril, croît aussi ceux qui sauvent. Là où grandit le péril, grandit aussi ceux qui sauvent. » Alors il faut interroger le péril. Vous savez tous, la France vit depuis 6 mois une crise sociale d'une ampleur sans précédent. Et c'est en interrogeant précisément le déclenchement de cette crise sociale qu'on peut trouver la réponse à nos questions. Ce mouvement des Gilets jaunes, il est né d'une mesure pseudo-écologique qui était complètement séparée de tout souci de justice sociale. Et c'est cette dissociation entre l'impératif écologique et la quête de la justice sociale qui a déclenché cette crise. Eh bien, c'est exactement l'inverse qu'il nous faut faire. Et c'est pourquoi, ce soir, moi, j'aimerais lier les deux. On ne peut plus penser l'un sans l'autre. Et d'ailleurs, votre consultation le montre, puisque les mesures sociales et de santé publique les plus plébiscitées sont des mesures écologiques. Alors, dans notre projet, je prendrai juste un exemple qui montre comment on lie le social, l'écologique et la santé. C'est une mesure qu'on porte, qui est le grand plan européen de rénovation thermique des bâtiments et des logements. C'est un enjeu écologique, car le bâtiment représente 1/4 des émissions de gaz à effet de serre. C'est un enjeu de pouvoir d'achat, un enjeu social, parce que la rénovation thermique des logements mal isolés permettrait à chaque ménage d'économiser entre 500 et 1 000 euros par an. Et c'est un enjeu de santé publique, parce que ces familles qui ne se chauffent plus ou qui se chauffent mal tombent malades. Et la Fondation Abbé Pierre a calculé que pour 1 euro investi dans la rénovation thermique, on économisait 42 centimes en dépenses de santé. Ce grand plan, on entend le financer avec le pacte Finance-Climat, porté par M. Larouturou, qui est un des colistiers, de mes colistiers, depuis des années et qui vise à mettre enfin la finance et la création monétaire au service de la transformation écologique et sociale de nos sociétés. Et nous, la philosophie qu'on porte est extrêmement claire. Nous voulons remplacer l'Europe du dumping par l'Europe de la mieux-disance sociale. On ne fait pas tout mieux qu'ailleurs en France. Et il faut prendre des exemples dans d'autres pays. Par exemple, la Finlande. La Finlande loge les sans-abri et elle dépense moins d'argent, 15 000 € économisés par personne logée, 15 000 € économisés de dépenses d'urgence. On peut sortir les gens de la rue en dépensant moins d'argent. En France, autre exemple, le congé paternité est de 11 jours. En Espagne, il vient de passer à 8 semaines et il passera en 2021 à 16 semaines. Ou alors, on peut penser au vieillissement de la population, ce grand défi européen que connaissent absolument tous les pays de l'Union. L'Allemagne a su créer une nouvelle branche de la sécurité sociale, et nous, en France, cela fait 15 ans qu'on en parle. Donc il faut que l'Union européenne soit le lieu où l'on s'inspire de ce qui se fait de mieux en Europe, et non plus un lieu qui nous tire vers le bas. Et c'est pour ça qu'on veut réorienter les fonds sociaux européens et les faire grandir vers cette expérimentation sociale positive. Enfin, il faut changer à Bruxelles le rapport de force avec les lobbies. Aujourd'hui, trop souvent, les lobbies tiennent le stylo à Bruxelles. Et c'est vrai en particulier dans le domaine de la santé. Je sais que je suis trop long. Je m'approche, vous comprenez ce que ça veut dire. Ouais. Mais je voulais juste, si j'ai encore 2 secondes, je voulais juste conclure par, bien sûr qu'on sera des combattants contre les lobbies, mais je pense que le meilleur antidote contre les lobbies, c'est les corps intermédiaires. C'est les mutuelles, c'est les syndicats. S'il vous plaît. Voilà, je suis désolé. Bon, ouais. Merci. Bref, en tout cas, vous avez compris ma pensée. On va en discuter, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez nous rejoindre à cette table. Mais je suis avec Anaïs Dillori. En fait, le temps
est mon problème. Ah bah c'est une question d'égalité. Vous savez ce que c'est, l'égalité, c'est pas un problème. Oui, pour je vous. sais, mais quand on a été habitué à écrire des livres et à parler de philosophie, Eh ben c'est voilà. compliqué de tenir en 3 minutes. Ben, mais il faut enfin, être concis en politique. Oui, excusez-moi, Plusieurs j'apprends. remontées, mais c'est très bien. Plusieurs remontées issues des consultations faites par la mutualité. Vous allez vous livrer à l'exercice du oui/non. Plusieurs des candidats l'ont déjà fait. Vous avez le droit de justifier en quelques secondes. Harmoniser la législation sur l'interdiction des pesticides en Europe, oui ou non? Bah, oui, si c'est une harmonisation par le haut qui vise à l'interdiction. Oui. Harmoniser la vaccination obligatoire et les calendriers de vaccination. Oui, et je suis d'ailleurs extrêmement inquiet du succès des propagandes anti-vaccins sur Internet. Quand on voit que la rougeole redevient un problème en France, je pense qu'on est face à un défi de civilisation qui interroge les bases mêmes de notre démocratie. Et donc je pense que c'est une lutte extrêmement importante, oui. Faciliter le partage des données européennes de santé au service de la recherche, ça fait partie des remontées des consultations. Oui, mais c'est pareil, c'est des questions oui-non, je suis désolé. Mais c'est pas grave, vous avez quelques secondes. Oui, mais à condition qu'on ait un contrôle extrêmement clair et strict. Moi, j'écoutais M. Lagarde, d'ailleurs, je suis d'accord en partie avec lui. Il y a un risque dans la commercialisation. Si c'est un organisme public et une haute autorité, oui, bien sûr. Interdire la création de profils de mineurs sur les réseaux sociaux, ça fait partie des inquiétudes des Français qui ont été interrogés. Non, je pense pas. Non, je pense pas. Je pense qu'on peut, faut réglementer, mais on ne peut pas interdire à quelqu'un de 17 ans d'aller sur Facebook. Enfin, je comprends les dangers des réseaux sociaux, mais il y a un moment quand même, non. Question maintenant sur les remontées du sondage européen. 45% des Européens interrogés souhaitent une harmonisation des droits sociaux dans l'Union européenne. Salaire minimum commun, congé, maternité commun. Finalement, c'est assez peu, 45% des Européens. C'est évidemment très différent en fonction des pays. Le SMIC européen, quel est votre avis là-dessus? Mais c'est normal que ce soit peu, parce qu'en fait, vous demandez à un Français s'il veut harmoniser son SMIC avec le SMIC d'un Bulgare. Effectivement, si on ne place pas ça dans une perspective d'harmonisation par le haut, ça semble compliqué. Ben ça prouve qu'il y a un problème de confiance vis-à-vis des institutions européennes. Mais bien sûr, mais évidemment qu'il y a un problème de confiance. Moi, je suis extrêmement pro-européen, mais c'est normal qu'il y ait un problème de confiance. Quand on est face à une politique libérale qui a placé l'austérité budgétaire au-dessus de tout et qu'on a vu des pays entiers dont les services publics ont été amoindris, sinon détruits, c'est normal qu'il y ait un problème de confiance. Donc tout l'enjeu, c'est de restaurer cette confiance en montrant que cette harmonisation, elle se fera par le haut. Alors quand on entend les propositions de Madame Loiseau, quand on les lit d'ailleurs dans Le Parisien, et ici tout à l'heure. C'est pas ça, j'ai pas assisté, désolé, donc ça je commente pas, mais c'est pas ça qui va restaurer la confiance. Donc il faut montrer que cette harmonisation, elle va avoir lieu par le haut. C'est pour ça que moi je citais des exemples, parce que bien entendu que les Français qui ont un système de santé auquel ils sont très attachés et qui ont un SMIC beaucoup plus élevé que dans les autres pays européens, que dans beaucoup d'autres pays européens, ils ont très peur de le perdre. Ils ont très peur de le perdre, mais si on leur montre qu'en Finlande, par exemple, on a résolu la question des sans-abri, alors qu'en France, on dépense des fortunes en laissant les gens crever dans la rue, eh bien là, si on montre que l'Europe peut aider à répliquer les expériences positives d'autres pays européens, on va rétablir une forme de confiance. Mais jusqu'ici, c'est trop un instrument qui sert à tirer vers le bas, et donc c'est ça qui rompt le lien de confiance. Un peu partout en Europe, les systèmes de santé cherchent à faire des économies, ça n'a échappé à personne. En Belgique, un sondage montre que 40% des personnes interrogées sont favorables à l'arrêt des soins pour les plus de 85 ans. Aux Pays-Bas, d'après certains médias, on ne placerait déjà plus de stimulateurs cardiaques aux plus de 75 ans. Évidemment, ça fait réagir, ça choque ici, vu de France. Qu'est-ce que vous proposez pour protéger les personnes âgées européennes? En fait, ce que vous venez de dire, c'est une conséquence logique. Moi, j'ai travaillé là-dessus. C'est une conséquence logique d'une philosophie. Alors, je ne veux pas vous ennuyer, mais si vous restez dans une philosophie individualiste du néolibéralisme, oui, et comptable, mais c'est lié, eh bien, effectivement, on va arriver à ce type de solution. C'est-à-dire qu'on a essayé de construire nos sociétés, par exemple, c'était l'esprit du programme du Conseil national de la résistance, on a essayé de construire nos sociétés sur l'idée de solidarité. C'est-à-dire que notre individualité était prise dans un tout, qui était donc solidaire. Et on n'existait pas sans la collectivité. Mais à partir du moment où on a sorti l'individu de la collectivité, mais évidemment que l'individu va dire, mais regardez, à 85 ans,
À quoi ça sert de le soigner? Puisque de toute façon, il va mourir dans 5 ans. J'entends le constat, j'entends les peurs, mais comment on fait pour protéger? La solution, c'est justement d'inverser ce rapport-là. C'est de combattre cette vision-là, cette vision du monde, et de réaffirmer, surtout, la notion de service public. Moi, c'est ça le combat de ma vie aujourd'hui, c'est de rétablir l'idée de service public. Vous savez, quand vous avez un gouvernement qui, quand il entend réformer la SNCF, dit le but, c'est que ses comptes soient à l'équilibre. Ça, c'est une logique du privé. On peut vouloir que la SNCF soit plus efficace dans le service rendu aux citoyens. Mais on a perdu la notion même de service public, on l'identifie toujours à un calcul d'entreprise privée. Non, mais pourquoi c'est important? C'est que à l'hôpital, par exemple, dans l'hôpital public, le fait que ce soit désormais les actes qui comptent. Mais c'est une logique de rentabilité permanente. Ça veut dire qu'on a perdu l'idée qu'on peut investir dans la solidarité publique. Or, la question de la dépendance, qui va être de plus en plus essentielle, je suis désolé, je parle trop longtemps. Rapidement, parce qu'Anaïs Ginori a quelques questions pour vous, et il nous reste 3 minutes 30, c'est mon grand problème dans la vie, mais nous aussi, on a un problème comptable, après, celui du temps. Non, mais, parce que c'est quand même le cœur de ma réflexion, ce que vous avez évoqué, donc excusez-moi. Mais c'est fait, vous l'avez développé. Moi, je voulais parler de l'écologie, du climat, qui sont très importants dans votre programme. Greta Thunberg est une jeune fille de 16 ans suédoise qui a mobilisé plus que beaucoup d'autres... Heureusement qu'elle a Facebook, d'ailleurs, j'ai envie de dire. C'est vrai. Oui, absolument. Qui a mobilisé de la jeunesse pour la lutte contre le climat. C'est une jeune fille qui a arrêté de manger de la viande, qui a installé des panneaux solaires sur sa maison, qui a un potager, qui, quand elle se déplace, elle ne prend plus l'avion. Est-ce que c'est un modèle qui vous inspire? Pourquoi? Et est-ce que vous-même, vous avez des gestes au quotidien écologiques? Non seulement c'est un modèle qui m'inspire, mais en fait, moi, je suis fasciné par, non pas simplement elle, mais par ces grèves lycéennes, tous les vendredis. Je suis fasciné par la jeunesse. D'habitude, je sais que certains d'entre vous sont habitués à aller à des manifestations, mais d'habitude, quand on organise une manifestation, y compris sur les questions sociales, on n'est pas majoritairement des gens extrêmement jeunes dans la rue. Les manifs sur le climat, c'est fascinant à quel point le public est extrêmement jeune. Donc moi, je suis fasciné par cette leçon de sérieux, en fait, qui est administrée par la jeunesse d'Europe. Et en particulier, j'ai été à des manifestations en Belgique absolument fascinantes, 80 000 personnes, dont 70 000 lycéens et étudiants. Et cette leçon de sérieux administrée à la jeunesse, on a toujours... tendance à penser que les jeunes ne sont pas sérieux, mais que les gens en costume cravate qui négocient des accords commerciaux internationaux, eux, c'est ça le symbole du sérieux. Mais on vit un monde inversé. La catastrophe climatique, elle a renversé les perspectives, et en réalité, ce sont ces jeunes qui sont sérieux, et les gens qui continuent à négocier des CETA, des TAFTA et d'autres traités qui mettent en danger le climat, eux ne sont pas sérieux, ils sont des clowns à l'aune de la catastrophe. Et donc... Anaïs, une deuxième question? Non, mais les gestes, vous m'avez pas répondu sur les gestes. Les gestes. Ouais. Mais alors juste... C'est difficile. Ouais, non, c'est vraiment très dur de m'interroger. Non, mais bien sûr, les gestes, mais depuis le tri jusqu'au fait de ne plus prendre l'avion et de le remplacer par le train, même si ça dure plus longtemps, comme elle le fait, elle, bien sûr, mais simplement ce que je veux dire, c'est important les gestes de chacun. Mais c'est une illusion qu'essayent de nous vendre certains dirigeants libéraux aujourd'hui, de dire « vous êtes tous responsables du futur de la planète et du monde ». Mais en réalité, s'il n'y a pas de décision politique, tous ces gestes-là sont inutiles. Si on laisse juste les 5 plus grandes compagnies pétrolières au monde remplir leur cahier des charges en matière d'extraction, de toute façon, tous vos gestes sont inutiles parce que vous ne pourrez pas respecter les objectifs des accords de Paris. Donc, à la fin, c'est quand même le politique qui décide. C'est extrêmement bien, ces gestes du quotidien. Mais l'écologie, ça reste une question politique, globale. Il faut que les dirigeants sachent trancher. C'est précisément ce que Nicolas Hulot reprochait à Emmanuel Macron de ne pas savoir faire. Pardon, je parle trop longtemps. Non, il n'y aura juste pas de deuxième question d'Anaïs Ginori. Je suis désolée. Je vous jure. Non, c'est impossible. C'est une question d'égalité, de temps de parole. Allez, merci beaucoup. Raphaël Glucksmann, mais c'est pas grave. Peut-être à l'issue de ce rendez-vous, vous pourrez discuter avec elle. Ou vous reviendrez à Place de la Santé Europe. Merci infiniment, Raphaël Glucksmann. Merci beaucoup.